Combien de temps encore? Combien de jours, de semaines, de mois? La question est devenue récurrente un mois après le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran. On s'interroge sur l'issue de ce conflit. Est-il en train de s'enliser ou une sortie de crise est-elle à portée de main, comme le répète quotidiennement le président américain? Difficile d'y voir clair tant Donald Trump souffle aujourd'hui le chaud et le froid. Sur le terrain, les armes en attendant parlent toujours. Des soldats américains pourraient même bientôt débarquer en territoire iranien. Trump l'a répété au Financial Times, le pétrole iranien l'intéresse. Alors quelle suite possible? Quel avenir promis aussi aux Libanais, témoins d'un durcissement des opérations israéliennes? Bonjour Jean-Marc Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. On va tenter ensemble pendant cette demi-heure de deviner ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Avant d'aller plus loin, le rappel des derniers développements résumés ici par Étienne Papeneau. Des bombardements et des explosions ces dernières heures à Téhéran. Le courant y a été coupé après des frappes sur des installations électriques, affirment les autorités. Israël dit de son côté frapper des sites militaires en réponse à des attaques iraniennes. Plus tôt, Jérusalem était en état d'alerte alors que des missiles traversaient son ciel. Au sud, une frappe a provoqué un incendie dans ce complexe industriel. C'est dans ce contexte que Donald Trump a affirmé que la fin du conflit pourrait être proche. Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Nous avons eu un changement de régime car le premier régime a été décimé, ils sont tous morts. Nous avons affaire à des gens différents, je considère cela comme un changement de régime. Le président américain entretient l'ambiguïté sur l'éventualité d'un déploiement de troupes américaines sur le sol iranien. Vendredi, un navire d'assaut amphibie à la tête d'un groupe naval comprenant 3500 militaires est arrivé dans la région. Alors que Donald Trump a affirmé dans un entretien au Financial Times qu'il envisageait de prendre le pétrole iranien, les regards se tournent désormais vers l'île de Karg. Ce territoire vital pour l'Iran abrite son plus grand terminal pétrolier. En réponse, le chef du Parlement de Téhéran lance un avertissement. L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux. Sur le front diplomatique, Islamabad a accueilli dimanche des représentants saoudiens, égyptiens et turcs pour évoquer la fin du conflit. Le Pakistan se dit désormais prêt à accueillir et faciliter dans les prochains jours des pourparlers significatifs entre les États-Unis et l'Iran. Voilà le résumé des derniers développements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Georges Malbruno, on est un mois après le début de ce conflit, de ce bras de fer armé. Et nous en sommes toujours à tenter de comprendre la psychologie de Donald Trump. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair, vous? Alors, c'est assez difficile parce que, comme vous l'avez dit, il multiplie les déclarations un petit peu contradictoires. Il y en a une qui est intéressante quand il dit nous avons réussi un changement de régime. Alors, c'est un peu vrai puisque on est passé d'un régime qui était un mélange de religieux et de militaires avec les gardiens de la Révolution à un régime qui est typiquement et quasiment complètement militaire, dominé par les gardiens de la Révolution, alors, ils vantent les mérites, effectivement, de ces nouveaux dirigeants. Et peut-être que Khalibaf et d'autres sont effectivement moins religieux, c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont prêts pour autant à signer ce qui apparaissait jusqu'à maintenant comme une capitulation? Je n'en fais rien. Seulement, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des mots, je pense qu'il y a du bluff de part et d'autre, parce qu'il faudra qu'à la fin, chacun sauve la face. Et pour sauver la face, ça veut dire, eh bien, effectivement, ne pas reconnaître qu'il y a des négociations côté iranien, alors qu'il y a manifestement des négociations ou des échanges d'idées, on en parlera via le Pakistan. Et côté américain, il faudra obtenir non pas le changement de régime, parce qu'ils n'y arriveront pas, non pas le retour des jeunes, des Iraniens dans la rue, mais il faudra obtenir quelque chose sur le détroit d'Ormuz. Je crois que c'est les deux points essentiels. Il faut espérer que justement ce qui se négocie, ce que se négociera via les Pakistanais, ce sera justement un arrangement autour du déblocage du détroit d'Ormuz. On parle de l'idée de la création d'un consortium international qui a
associerait différentes parties, parce que tout le monde aura voix au chapitre, y compris l'Iran et bien sûr les monarchies du Golfe, qui permettraient de réguler la circulation dans ce détroit d'Ormuz. Sauf que la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps ça va prendre tout ça. Voilà. Vous résumiez la situation presque à une partie de poker où chacun ment, essayant de tirer profit de la situation. C'est ça? On est dans une partie de poker où chacun bluffe. La question, c'est qui bluffe le plus aujourd'hui? Je pense que tout le monde bluffe, effectivement. Et puis, côté américain, il y a quand même... Il y a quand même une pression militaire américaine qui est très forte, avec l'envoi une dizaine de milliers maintenant de soldats. On sait qu'il y a des forces spéciales qui sont déjà déployées sur l'île de Karg. Et donc, effectivement, mais là, je dirais, c'est de bonne guerre. C'est une pression militaire pour amener l'Iran à des concessions. Simplement, ce déploiement terrestre, à la fois sur l'île de Karg, sur les autres îles un peu plus au sud, me semble un pari militaire assez risqué. L'île de Karg est à 800 km du détroit d'Ormuz. En revanche, c'est très très proche des côtes iraniennes. Et d'une part, ça ne permettrait pas de libérer le détroit d'Ormuz. Et d'autre part, ça exposerait probablement les soldats américains à une riposte iranienne. Donc voilà, on est dans cette partie effectivement de poker menteur pour l'instant. Il faut rappeler que l'ultimatum de Trump expirera le 6 avril, il pourra être reporté. Il faut espérer qu'il y ait effectivement du grain à moudre dans ces négociations, parce que sinon, il n'y a pas de bonne solution dans cette guerre. On l'a bien vu, on tablait sur un effondrement du régime iranien, il n'a pas eu lieu. Au contraire, on est dans une situation paradoxale où, même si l'Iran a été militairement défaite, enfin en tout cas largement affaibli par les États-Unis, aujourd'hui c'est l'Iran qui fixe un petit peu le tempo. Et donc on est dans ce paradoxe-là où on a un régime affaibli mais qui a encore des leviers pour, en particulier, sur le détroit d'Ormuz. Malgré la pression militaire et le déluge de feu quand même déversé, vous le rappeliez à juste titre, par les Américains et les Israéliens qui continuent de frapper l'Iran. Téhéran, Siavosh est avec nous, je crois que vous êtes le mieux placé pour nous en dire un mot. Vous allez régulièrement, vous vous rendez régulièrement sur des sites qui ont été visés par des frappes, qu'elles soient américaines ou israéliennes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Siavosh ? Écoutez, la situation est calme depuis hier soir lorsqu'il y a eu ces frappes sur des installations électriques mineures, lorsque le courant a été coupé dans certains quartiers de Téhéran, mais aussi dans la ville de Karaj. Le courant qui a été rétabli une demi-heure plus tard. Depuis la nuit dernière, il n'y a pas eu de nouvelles frappes, en tout cas sur Téhéran. J'ai entendu des détonations venant de plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours de la capitale iranienne. Là, il y a de nombreuses bases militaires, mais on ne sait pas ce qui a été touché. Donc la situation est plutôt calme. Ce qu'on sait depuis plusieurs jours, c'est que en fait, ce sont les Israéliens qui mènent ces frappes et que les Américains participent de très peu à ces frappes qui sont menées depuis plusieurs jours contre l'Iran. En revanche, Téhéran a lancé des frappes très importantes à la fois sur Israël, dans le nord d'Israël, dans la région d'Imona, mais aussi contre les bases américaines dans la région. Et Téhéran qui affirme que les Américains doivent quitter la région et ne peuvent pas garder leur base donc dans les pays arabes du Golfe Persique. Voilà, la centrale d'Haïfa notamment qui a été touchée en Israël. Restez avec nous, Siavosh. Georges Malbruno, on rappelle constamment les moyens militaires évidemment hors normes des Américains et pourtant les Iraniens non seulement font face, mais imposent aussi de gros dégâts dans le camp d'en face. Oui, parce qu'ils se sont préparés. Le régime iranien était convaincu à l'issue de la dernière guerre de juin qu'il y aurait une nouvelle séquence militaire. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou, à partir du mois de juillet, le répétait régulièrement, qu'il y aurait de nouveau une guerre. Donc le régime iranien s'est préparé en décentralisant sa défense, en envisageant des remplacements à niveau 1, 2, 3, 4 pour chaque haut responsable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de cet aspect, je dirais, conjoncturel, ce qui explique aussi la résilience du régime iranien. Donc c'est un pays qui est sous sanction depuis 46 ans maintenant. Et donc c'est un pays qui a fini par autonomiser ses processus de production. À la fois le nucléaire, évidemment, c'est le grand reproche qu'on lui fait, mais l'Iran a été capable
par lui-même, contrairement par exemple à l'Irak de Saddam Hussein dans les années 80, qui avait acheté la centrale aux Français d'Osirak. L'Iran a été capable de concevoir lui-même son nucléaire parce qu'il forme des gens. L'Iran a été capable aussi d'autonomiser sa production de centrales électriques. Ils en fabriquent des centrales électriques, ils en ont exporté même en Irak. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'effet pervers des sanctions, c'est que on a un pays qui, effectivement, grâce à l'intelligence des ingénieurs, eh bien, a réussi à autonomiser. On lui a interdit l'accès Alors, il y a eu des transferts de technologie avec des sociétés occidentales, Alstom, même avec Siemens allemand, mais voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec ce pays qui est capable, probablement encore, de fabriquer des missiles dans des villes souterraines, dans des tunnels, etc. Et c'est ce qui explique, en grande partie, cette résilience, alors qu'on nous disait qu'au bout d'une semaine, il n'y aurait plus de missiles, etc. Or, c'est faux. On nous disait aussi qu'il n'y avait plus de capacité d'enrichissement nucléaire. On est toujours à la recherche de Voilà. l'uranium enrichi. Et d'ailleurs, les Iraniens, ce matin, disent s'interroger sur leur adhésion au traité de non-prolifération. Ce serait très contre-productif là, si on en venait là. C'est l'étape suivante. Il y a un débat qui a été évidemment relancé en Iran depuis le début de la guerre sur le fait de savoir, eh bien, écoutez, puisque aujourd'hui on a une guerre qui vise à nous détruire, à nous renverser, eh bien cette fois-ci il faut avancer. Et avancer, ça veut dire dans un premier temps se retirer du traité de non-prolifération nucléaire et donc avancer vers la bombe et pourquoi pas procéder à un test nucléaire s'ils en ont les capacités. Donc ce débat existe, il n'a probablement pas été tranché par le nouveau guide suprême et par l'appareil militaire ou de sécurité qui l'entoure, mais c'est aussi le risque de cette période que l'on vit, qui est une période effectivement de guerre et pour le régime iranien de survie. Et qui serait complètement à contre-courant de ce pourquoi on a initié cette guerre. Exactement. Je crois que Siavosh veut réagir sur cette réflexion là qui est maintenant publiquement assumée, l'interrogation quant à l'adhésion ou plutôt au retrait du traité de non-prolifération, Siavosh. Il y a plusieurs choses importantes depuis une heure maintenant qui sont évoquées par les médias iraniens. D'une part, un projet de loi d'urgence qui a été déposé sur le bureau du Parlement iranien pour que l'Iran quitte le traité de non-prolifération. Ce traité, l'adhésion de l'Iran n'est plus d'actualité, a affirmé ce matin un député important du Parlement iranien. Cela a été confirmé aussi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un vote assez rapidement pour que l'Iran quitte le traité de non-prolifération. Ce qu'on sait aussi, c'est que la fatwa qui avait été décrétée par l'ancien guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, n'est plus valable depuis sa mort. Et pour être valable, il faudrait que son fils, le nouveau guide suprême iranien, le valide de nouveau. Et visiblement, d'après des sources que j'ai ici, il n'a pas l'intention de le faire. Donc, on s'oriente vers une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Téhéran qui affirme que, malgré toute la coopération qui a été établie menée depuis plusieurs années avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a eu 2 guerres lancées contre l'Iran, deux guerres par Israël et les États-Unis. Et à chaque fois, on se dirige visiblement vers une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Il y a une autre loi qui va être votée également, c'est sur le régime du détroit d'Ormuz, pour fixer le nouveau régime du détroit d'Ormuz, qui est pour Téhéran est sous contrôle de l'Iran et pas des autres pays. Et l'un des points importants de ce projet de loi qui va être débattu et voté, c'est que les taxes qui seront perçues en yuan et pas en dollars. C'est un petit signe en direction de la Chine, l'Iran qui est un allié très proche de la Chine et de la Russie. Donc c'est une manière de montrer sa fidélité par rapport à la Chine. Et puis il y a aussi une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a dit qu'il n'y a aucune négociation avec les Américains et que ce qui s'est passé au Pakistan ne concerne pas l'Iran et que les messages qui ont été envoyés par les Américains sur leurs demandes il s'agit de demandes exagérées, illogiques et donc pas acceptables pour l'Iran. Et enfin, on a une photo, une
une nouvelle photo du nouveau guide suprême iranien, puisqu'il a publié un message de condoléances pour la mort d'un haut général iranien, le général Tank Siri, qui dirigeait la marine des gardiens de la Révolution, qui est mort. On a la confirmation aujourd'hui. Et pour la première fois, cette photo du nouveau guide suprême iranien a été publiée par les médias, qui montre qu'en tout cas, après cette photo, il est en bon état. Merci beaucoup, Siavash Ghazi, en direct de Téhéran pour France 24. Georges Malbruno, comment est-ce qu'il faut interpréter ces derniers développements que vient de nous résumer Siavash? Il y a des annonces, il y a des intentions qui ne sont pas encore concrétisées, mais quand même, on sent bien vers quelle voie se dirigent les Iraniens. On a le sentiment d'assister quand même à une démonstration de force de ce régime qui est toujours là et qui montre qu'il pourrait encore plus durcir sa réponse. Alors, démonstration de force, peut-être pas, mais en tout cas, capacité de répondre à la guerre qui lui a été imposée. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu quand même ce dernier week-end, avec une escalade qui a été effectivement enclenchée par Israël lorsqu'ils ont visé une université et puis aussi une usine de production d'acier. Et donc là, ça a touché à des infrastructures civiles et ça a entraîné d'ailleurs une riposte iranienne et des menaces iraniennes contre un certain nombre d'infrastructures dans les pays du Golfe. Ensuite, je pense sur le nucléaire, là, on est justement, alors négociation ou pas, voilà, après, vous savez, l'Iran... Pour vous, il y a des négociations, ça ne fait pas de doute. Évidemment qu'il y a des échanges, alors on ne va pas appeler ça négociation, puisqu'il y a la guerre en même temps, donc il faut que les Iraniens, qui se comportent plutôt bien, comme vous le disiez, eh bien, ils n'apparaissent pas comme de 12 agneaux en train de négocier avec les États-Unis. Mais je pense qu'il y a des échanges et l'aspect du nucléaire est quand même pour les États-Unis crucial. Il y a deux aspects. Il y a le nucléaire et il y a trois, Hormuz et le balistique. Donc, comment dirais-je, la montée en puissance du Parlement qui pourrait voter une loi sur un retrait du TNP fait partie de ce jeu-là. Est-ce qu'ils le feront? C'est possible. Ça ne veut pas dire ensuite qu'ils auront la bombe parce qu'il faut la miniaturiser. Mais voilà, on s'achemine parce que ça fait déjà quand même un certain temps qu'on y songeait parce que le nucléaire, il sert à sanctuariser un pays qui aujourd'hui est menacé. Et donc pour l'instant, l'Iran ne l'avait pas fait. Ça paraît relativement logique qu'à un moment donné, les responsables iraniens se posent la question. Quid de la tentation du pétrole iranien? Au Financial Times, Trump a dit oui, je suis intéressé. Ça nous rappelle quand même des souvenirs en Amérique latine, le Venezuela, Cuba aussi. Les regards sont quand même braqués aujourd'hui sur cette île de Khark. Vous parlez de l'intervention des forces d'élite américaines. On va peut-être regarder quelques images, risque d'intervention donc terrestre sur cet îlot hautement stratégique, résumé donc en images par Noémie Roche, et puis on en reparle juste après. On la surnomme l'île au pétrole. Située dans le golfe Persique, à 25 km des côtes iraniennes et à moins de 500 km du stratégique détroit d'Ormuz, l'île de Khark abrite un très important terminal pétrolier. Près de 90% du pétrole iranien transite par cette petite bande de terre de 25 km². Grâce aux eaux profondes qui l'entourent et permettent l'accostage de grands pétroliers, Khark collecte le brut en provenance des grands champs pétroliers du pays. L'île peut ainsi stocker 30 millions de barils et ses ressources sont vitales pour l'économie du pays. Une grande partie de ses revenus alimente les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, et contribue au financement de son appareil militaire et sécuritaire. L'armée iranienne a déjà menacé d'une riposte en cas d'attaque sur ses infrastructures pétrolières. Nous avons déjà déclaré que nous ciblerions tous les ports ainsi que les banques et les entreprises américaines. Ils pensent qu'en frappant Khark ou certaines îles, ils peuvent faire pression sur nous. Au contraire, toute la pression retombera sur les compagnies pétrolières liées aux États-Unis et à l'Europe. Mi-mars, l'armée américaine avait déjà mené des frappes aériennes sur Khark, mais seulement contre des cibles militaires. Elle s'était alors gardée de toucher les infrastructures pétrolières. Des bombardements plus larges ou une prise de contrôle de l'île pourraient donc rapidement paralyser les exportations de pétrole iranien et priver le pays de l'essentiel de ses revenus. D'après le site d'information américain Axios, Washington envisagerait une autre alternative, un blocus pour asphyxier économiquement l'Iran, une option jugée moins risquée pour Washington. Voilà, le risque de ce nouveau développement, là, c'est une escalade, clairement.
Oui, c'est une escalade, mais c'est probablement ce que disait votre journaliste en citant Axios. C'est l'hypothèse, c'est l'objectif serait effectivement d'asphyxier économiquement l'Iran et ne plus lui permettre d'exporter, sachant que la situation économique est déjà désastreuse, parce que sinon l'occupation de Karg, c'est quand même assez risqué militairement. Donc voilà, on va voir. Je pense que ça fait partie aussi des pressions militaires qui sont exercées par les États-Unis sur l'Iran pour justement arriver à une solution négociée sur le détroit d'Ormuz. On voit aussi que les Iraniens répondent en menaçant de frapper les intérêts américains dans toute la région. On n'en a pas parlé, mais il y a les Houthis du Yémen qui sont entrés dans la danse ce week-end, qui font subir là aussi des frappes ciblées sur le voisin israélien. Je crois qu'on a des images, on m'indique à l'oreillette qu'on a des images de cette, alors non pas centrale, mais raffinerie à Haïfa qui a été visée et visiblement, alors je vais les découvrir avec vous, mais assez impressionnantes ces images parce que la raffinerie est en feu. Voilà, ça fait partie de ces dégâts et de cette forme de menace, de pression qui sont exercées et sur les Américains et sur les Israéliens en passage là. Oui, avec, vous y faisiez allusion, l'entrée en scène de ce week-end des Houthis, qui pour l'instant frappent Israël, mais leur deuxième levier serait probablement sur le détroit de Bab el-Mandab, qui est un détroit stratégique aussi. Où passent les cargos. Où passent les cargos. C'est une route maritime mondiale. Hein. Oui, pour remonter sur la mer Rouge et passer le canal de Suez. Et ça embêterait énormément l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui, eh bien justement, fait sortir son pétrole par cette voie maritime sur la mer Rouge. Donc on a l'impression qu'effectivement, on monte en gamme dans les pressions un petit peu de toutes parts. L'Iran... très vraisemblablement à télécommander cette entrée en scène de ses alliés les Houthis et aussi en ripostant, vous l'avez dit, contre Haïfa, c'est probablement, je crois, le Hezbollah, et avec ces menaces de riposter contre les universités américaines qui sont dans la région, parce qu'il y a eu une frappe aussi israélienne sur une université iranienne. Donc, les cours se font en visioconférence maintenant, hein, c'est le conseil qui est donné exactement. Parce qu'on prend la menace très au sérieux. Exactement. Et donc, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, on a le sentiment, et qui est vérifié, que l'Iran ne fait que ce qu'il a dit qu'il allait faire, quoi. C'est aussi bien sur les attaques contre les bases américaines dans le Golfe, que le blocage du détroit d'Ormuz, que les frappes sur les universités. Vous avez vu ce week-end, après l'attaque contre une aciérie très importante en Iran, eh bien l'Iran a publié une liste, je crois, de 7 cibles dans les pays du Golfe qui seraient atteintes, cibles aussi de fabrication de l'acier. Donc là, on a toujours un pouvoir qui est capable de calibrer sa riposte aux attaques israéliennes et américaines. Combien de temps, j'en sais rien, mais en tout cas, à travers le levier du détroit d'Ormuz, et on voit que c'est la clé quand même de l'issue de cette guerre, eh bien l'Iran impose quelque part le tempo de cette guerre. On n'a pas parlé du Liban voisin, il se passe là aussi beaucoup de choses avec des victimes collatérales. On a appris ce matin la mort d'un soldat libanais, d'un soldat israélien aussi, mais Benyamin Netanyahou a ordonné l'extension de la zone tampon, dite de sécurité, et il y a notamment un barrage de l'armée libanaise qui a été pris pour cible ce matin. Là aussi, on assiste à une escalade de façon assez impuissante. Alors oui, c'est une deuxième guerre, mais je pense que cette guerre d'ailleurs durera probablement plus longtemps que celle avec l'Iran, parce que Benyamin Netanyahou et l'armée israélienne veulent profiter, je dirais, de ces événements pour contraindre le gouvernement libanais et l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah, et d'où cette volonté d'occuper la partie sud jusqu'au fleuve Litani, partie qui devait être théoriquement désarmée par l'armée libanaise, qui l'a été plus ou moins, mais qui avait commencé à œuvrer, oui, en ce sens. Qui avait commencé à œuvrer, mais qui n'a pas œuvré jusqu'au bout, parce que l'armée libanaise est aussi assez impuissante face au Hezbollah, en tout cas ne veut pas créer un conflit interne. Et on voit aussi qu'Israël a envie de semer la zizanie, et sachant que l'État hébreu a, je dirais, des alliés, même s'ils ne le conçoivent pas comme ça, au Liban, contre le Hezbollah, qui avait pris quand même la lourde responsabilité, probablement sur commande iranienne, de participer, d'attaquer Israël. Donc
Donc voilà, l'État hébreu veut en profiter pour placer le gouvernement libanais devant ses responsabilités, l'armée libanaise devant ses responsabilités. Mais vous voyez que ça a provoqué des tensions intercommunautaires avec, c'est pas la résurgence de la guerre civile, mais on est dans des Le risque, frictions. c'est quoi? Le risque, C'est un début c'est une résurgence d'un conflit. Vous avez vu le Hezbollah, il y a eu une polémique, il y a eu toute une bisbille sur le renvoi de l'ambassadeur d'Iran au Téhéran a Liban. dit, il ne partira Voilà. pas, il restera. Le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raji, a signé un ordre d'expulsion. Et alors, est-ce qu'il a imposé ses vues au président et à d'autres? En tout cas, le président du Parlement, Nabi Berri, et le Hezbollah ont dit il ne partira pas. Donc aujourd'hui, il est toujours au Liban. Donc on voit que voilà, il y a un bras de fer. C'est un bras de fer interne, et Israël veut en profiter pour essayer de désarmer le Hezbollah, mais qui lui aussi se montre plus résilient qu'on ne l'imaginait. Parce que vous vous souvenez, il y a 2 ans, on a dit le Hezbollah est anéanti, etc. Non, il s'est reconstitué en partie bien sûr, mais il a toujours une capacité, en particulier depuis l'est du Liban, la plaine de la Beka, où il y a une grande partie de ses missiles. Et donc c'est un deuxième front qui probablement lui continuera s'il y a un cessez-le-feu, un arrêt des violences entre l'Iran et Israël dans le Golfe. On va s'intéresser à ce deuxième front d'ailleurs dans quelques instants dans le journal de Paris Direct. Retrouver notre nouvelle équipe qui est arrivée, déployée à Beyrouth. Mélina Huet, vous découvrirez son reportage tourné dans les villages du sud Liban, en partie désertés. On aura l'occasion de revenir sur ces frappes, notamment aussi sur la mort d'un soldat de la FINUL. Merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été l'invité de l'info du jour. Restez avec nous, Paris Direct revient dans quelques instants. À tout de suite.